Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier Étage. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Gouin. Bienvenue. Salut Alexandre. Antoine, ça va? Tu vas bien? Merci d'être venu. Merci. Alors, je voulais t'inviter aujourd'hui en fait pour faire un peu un bilan à mi-année de cette année 2025 sur l'immobilier. Parce que tu as un groupe d'agences immobilières et du coup je trouvais que c'était bien de faire un point dans les différents arrondissements et avoir un peu ton ressenti. Est-ce que tu peux te présenter quand même pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors écoute Antoine, on a un groupe immobilier familial avec cette agence parisienne. Notre groupe son siège dans le 7e arrondissement de Paris. On est présent rive gauche et rive droite. On fait de la vente, de la location, de la gestion et j'ai été négociateur pendant 10 ans dans une agence à Montmartre et ensuite on a développé notre groupe familial dans l'immobilier. Ça fait combien de temps qu'il y a le groupe? Alors le groupe existe depuis 7 ans, la première agence à 7 ans, au mois de septembre. Ah super, oui, déjà ça passe. Hein. Ça passe, ouais, ça va très vite. Ouais. Alors voilà, je voulais avoir un peu ton ressenti, notamment forcément sur le marché. Est-ce que toi, depuis du coup maintenant les 6 premiers mois, tu as senti une reprise? Parce que j'ai eu plusieurs confrères qui ont dit que 2024 avait été compliqué. Est-ce que 2025 est la même chose pour le groupe? Nous, sur notre groupe, on a une vision assez générale parce qu'on a 7 agences dans 7 arrondissements différents et on a des mandats dans tous les arrondissements de Paris et ça nous permet effectivement d'avoir une vision générale du marché en tout cas. On a eu un début d'année 2025 qui était encore un petit peu dans le flou, et un deuxième trimestre où tout s'est accéléré en fait. Et vraiment l'année 2025 aujourd'hui, on est dans un nouveau marché, un nouveau cycle et on sent vraiment que ça repart très fort et à la vente et à la location aussi, mais en tout cas sur tout type de biens vraiment, ou t'as quand même Alors ce qui est intéressant c'est ça, c'est que c'est tout type de biens. On est en train de récupérer des clients investisseurs, on a du client étranger, on sent que on arrive avec la baisse des taux, avec les mesures qui ont été prises dans un nouveau cycle et on était complètement dans un marché d'acheteurs et on sent que le marché est en train de s'équilibrer au fil des mois, au fil des semaines. Et on est dans un marché très très actif avec beaucoup de mises en vente aujourd'hui. Plus de propriétaires qui veulent mettre en vente, plus de visites, plus d'acheteurs vendeurs qui sont propriétaires. On sent que les banques, de nouveau, avec la baisse des taux, effectivement, reprêtent complètement. On a du client étranger avec Paris qui reste une valeur sûre, en tout cas, aujourd'hui. Donc voilà, on récupère un peu tout le panel de l'immobilier. Donc une mi-année plutôt positive. Alors une mi-année à aujourd'hui très positive. Voilà, super, ça pour les gens qui nous écoutent. C'est complètement pour nous, en tout cas, le moment de mettre en vente son bien et de repartir dans des projets immobiliers. Clairement. Donc, si des propriétaires nous écoutent, c'est le moment de mettre en vente. Est-ce que toi, tu vois une différence de dynamisme entre du coup la rive gauche et la rive droite, comme tu as des agences sur les deux rives? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a une différence quand même, effectivement, parce que les arrondissements comme le 6e, le 7e, effectivement, on a une clientèle qui est différente que dans le 17e ou dans le 8e. Ça reste après des secteurs qui sont différents. Sur l'année 2023-2024, effectivement, dans le 6e et dans le 7e, on a eu moins de mises en vente avec des propriétaires qui avaient moins besoin de vendre. C'est un marché différent. Sur une clientèle différente. Le 17e et 8e a quand même fonctionné sur ces années-là. Et là, on sent qu'aujourd'hui, de nouveau, ou rive droite ou rive gauche... ça fonctionne pour les deux. Ça repart dans chaque arrondissement. Et est-ce que tu as un arrondissement qui, par exemple, qui tire son épingle du jeu? Est-ce que tu as un arrondissement, tu dis, celui-ci, à un moment, celle-là, en ce moment, ça cartonne? Ou est-ce que tu as un arrondissement qui marchait moins bien et là, c'est reparti? Alors, l'ouest parisien fonctionne un peu mieux que l'est. D'accord. Parce qu'effectivement, avec la baisse des prix en 2023, en 2024, des arrondissements comme le 11e arrondissement où on a une agence, ont été très touchés parce que les prix ont beaucoup baissé. Des acheteurs qui ont acheté en 2022, 2023... Perdre des sous si jamais... À des 11 000, à des 12 000 euros du mètre. Cette année, ça en valait plus que 10 500 ou 11 000. Donc Après, effectivement, on a eu moins de mise en vente aussi. Et là, en fait, on est en train de repartir progressivement et je pense que la deuxième partie de l'année qu'on est en train de démarrer, en tout cas, va être ultra active et je pense qu'il va y avoir
beaucoup plus de transactions. On va repasser la barre des 10 000 euros en moyenne, où on était passé Super. en dessous sur 2000. Donc les propriétaires d'appartements dans l'Est parisien peuvent se rassurer peut-être dans les mois qui vont venir. C'est le moment de remettre en vente, effectivement, parce qu'effectivement, après, on peut avoir, effectivement, nous, depuis 20 ans en tout cas, on disait qu'il fallait garder au moins les biens 5 ans, en général, 4-5 ans. Après, vous avez des choses de la vie qui font que vous divorcez, une succession ou des choses comme ça, il faut remettre en vente. Et effectivement, là, le temps d'amortir les frais de notaire de 8%, le temps d'amortir les travaux, tout ça, on a des clients sur les 2-3 dernières années qui ont perdu de l'argent, effectivement, par rapport au prix d'achat et de revient. Et après, ce que je dis aussi, c'est que c'est aussi un peu les vases communicants. On va peut-être un peu moins bien vendre, vendre un peu moins cher, mais on va racheter aussi moins cher. Donc finalement, parfois, quand on vend et qu'on rachète, on équilibre un peu la balance, ce qui peut être aussi intéressant. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que le marché a aussi repris depuis quelques mois. Et notamment, moi qui fais aussi principalement le 6e, 7e, je trouve que les clients étrangers sont revenus. Ça, c'est plutôt bien. Alors effectivement, on le voit sur, par exemple, une clientèle américaine, c'est réel. Voilà. Nous, on vient de faire 3 transactions avec des clients américains, ou pour du pied-à-terre, ou pour venir s'installer. Et pourquoi, à ton avis, ils investissent à nouveau à Paris? Ils se sentent plus en sécurité? Ils se disent que... Alors, on a l'effet, effectivement, Trump, qui fait que ils sont 320 millions, donc tout le monde n'adhère pas à sa politique économique. Voilà. Et Paris reste une valeur sûre, en fait, pour un étranger, et effectivement, dans l'imaginaire... ou d'un Américain ou d'un Brésilien, ou d'avoir un bien à Paris face à la Tour Eiffel, ou comme on a pu vendre récemment, ou tout ça, ça reste une valeur sûre, complètement. Puis je pense qu'on prend aussi l'effet JO. Je pense que les JO ont telle réussite qu'on a ressenti aussi, une telle beauté. Les gens nous en parlent quand même un peu en disant c'était tellement magnifique. En fait, au niveau de la communication, de la visibilité, tout ça, c'est vrai qu'on a ressenti ce souffle-là après les Jeux depuis septembre, et on sent que c'est monté quand même en puissance au niveau de l'attractivité, au niveau de tout ça. Et bon, voilà, ça reste une ville qui est une valeur sûre pour moi. Moi, j'ai toujours dit qu'on était à 10 000 euros en moyenne et que ça allait se rapprocher des 15 000 euros dans le futur proche. En moyenne, voilà. Après, dans certains arrondissements, effectivement, comme le 6e ou le 7e, on est déjà sur des prix moyens aujourd'hui qui sont de 17, 18, 20, 25. C'est costaud. Bien sûr. D'ailleurs, on en avait parlé aussi dans la dernière émission, même les hôtels particuliers qui peuvent s'arracher à plus de 40 000 euros du mètre carré. On a des commercialisations aujourd'hui, en tout cas sur le boulevard Saint-Germain, à 50, 60, 70 000 euros du mètre. Alors, ça peut choquer ou pas, mais quand on compare aux autres capitales mondiale, ça reste cohérent par rapport à une ville comme Paris et un pays comme la France qui reste malgré tout une valeur sûre, clairement. Et est-ce que tu vois est-ce qu'il y a une typologie de clients selon les arrondissements? Est-ce que ce sont les mêmes partout? Non, c'est pas les mêmes partout. En fonction des arrondissements, effectivement, vous prenez des arrondissements comme le 16e ou le 17e, on a une clientèle familiale, française, effectivement, par rapport à des coins comme le 6 ou le 7 où il y a beaucoup de pied-à-terre, où on a des personnes qui ont des propriétés ailleurs, où on est complètement sur une autre clientèle. Oui, les Américains ne sont pas partout, ils sont plutôt non, ils sont rive gauche. Ils ne sont pas partout, ils sont plutôt rive gauche historiquement. Après, on commence à avoir on le voit sur Montmartre, par exemple. On a des clients aujourd'hui avec des recherches. On a eu des Émiratis qui cherchaient un atelier à Montmartre, chose que je n'avais jamais vue. Ça bouge un peu, dans l'immobilier. Avant, ils venaient pas dans ces arrondissements-là. Donc les modes, les pensées changent aussi par rapport à cette clientèle-là. Maintenant, notre clientèle quand même principale reste une clientèle française, malgré tout. Paris, ça reste une petite ville quand même. Bien sûr. Et voilà. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Tu disais que toi, les taux jouaient. C'est vrai que la variation des taux, plus les taux baissent, plus tu vois que tu as des acquéreurs qui sont de retour. Alors, quand des gens qui attendent. Effectivement, on a eu l'effet 1%, 5% en un an et demi. Là, ça a été très compliqué et très dur. C'est une crise qui est inédite. Toi, ton nombre d'acquéreurs a vraiment diminué quand c'était 2023 avec effectivement ces 33% de blocage au niveau des crédits, ces taux qui sont passés de 1,5, la demande, les clients acheteurs ont fondu complètement et ça nous a emmené sur une crise qui a duré là quasiment 2 ans et demi. On est en train d'en sortir, mais en tout cas, oui, ça a été une crise très très longue.
Et effectivement, là, le fait d'être déjà passé de 5 à 3% en moyenne, tu as senti que les gens revenaient, peu importe au niveau du volume de l'enregistrement client, acheteur, au niveau de tout ça. Voilà. Après, moi, ma vision de professionnel et sur l'expérience que j'ai depuis 20 ans, je pense que les taux vont encore baisser dans les 8 à 12 mois qui vont venir. Ça, voilà, c'est mon avis pro. Okay. Je pense pas me tromper. Donc voilà, si on arrive à redescendre à 2, 2,5, ça sera super. Tu penses que c'est encore trop, là ? Pour moi, 3, ça reste très, très, très acceptable et très correct par rapport à du 4 ou 5%. Maintenant, si on parle à nos parents, nos grands-parents qui ont acheté à du 7, à 8, du 8, du 10%. C'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que tu as encore beaucoup d'acquéreurs qui sont bloqués sur le 1, 1,5 qu'on a eu pendant, tu vois, moi... On a eu cette phase-là. Il y a quelques années, pas tant que ça d'ailleurs. Et du coup, les gens ont été bloqués sur moins de 2% pendant très longtemps. Bloqués, et ils avaient... Nous, on le voit, on a des clients qui ont acheté il y a 3, 4 ans, 5 ans, qui préfèrent mettre en location et ne pas vendre. Sauf que quand ils veulent faire ce que tu as dit tout à l'heure, les vases communicants, racheter une résidence principale, ça, la banque, elle bloque un petit peu parce que leurs 33% d'endettement, ils ne peuvent pas acheter plus grand, donc ils sont quand même un peu obligés de vendre aussi. Mais effectivement, le fait de ne pas pouvoir transférer son prêt, très peu de banques le proposent. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû aussi être remis sur la table et voilà. Parce que ça facilite les transactions quand même. Ça facilite les transactions, mais ça a mis... Là, la crise qu'on a vécue pendant 2 ans, tout ce qui est pouvoir politique, tout ce qui est... a mis trop de temps à réagir et malheureusement, et on ne se rend pas compte, mais moins de ventes, moins de transactions, moins de frais de notaire, moins de taxes, et au final, on n'a pas les chiffres, et d'ailleurs, ils ne l'annoncent pas, mais c'est en milliards d'euros de pertes. Si l'immobilier ne marche pas, le reste ne va pas. Déjà, si on prend pour expliquer aux gens sur une transaction immobilière par agence, c'est que tu as quand même pour l'État, tu as les frais de notaire. Qui sont de 8%. Qui sont de 8%. Tu as la TVA sur la commission agence. Exactement. Et après, toi, quand tu es agent commercial, tu touches Tu enlèves plus de 50%. Voilà, tu touches une commission, mais sur la commission, tu reverses de l'URSSAF, tu reverses de la TVA. Donc en fait, pour l'État, c'est un peu le jackpot, une transaction immobilière. C'est une perte colossale. Et sur 1 an, c'est énorme. Sur 2 ans, ça l'est encore plus. Et voilà, et c'est vrai qu'on a été un petit peu mis de côté pendant quelques années avec beaucoup de nouvelles règles qui ont fait que le marché s'est bloqué complètement, quoi. Ce qui n'est pas normal parce que on a tous besoin de se loger, on a tous besoin on a des enfants, et c'est vrai qu'on n'a pas compris le fait d'avoir été bloqué pendant quelques temps comme ça et qu'il n'y a pas eu de solution. Du coup, c'est quand même positif ce que tu dis, que là, c'est un peu derrière nous et que moi, je l'ai vu aussi et que l'année 2025 est meilleure. Est-ce que tu as quand même le retour aussi des primo-accédants ? Parce qu'on en parle pas beaucoup. Alors, on a le retour des primo-accédants aussi, dû effectivement à la baisse des taux. Il y a eu des mesures, il y a eu certaines banques quand même qui ont communiqué sur effectivement l'aide au premier logement, sur pas mal de choses qu'ils ont un petit peu redébloquées, donc ça c'est plutôt bien. On a les clients investisseurs qui reviennent aussi pour mettre en location. Ça c'est bien parce qu'ils avaient disparu aussi. Plutôt bien, ils avaient complètement disparu, ce qui était hallucinant, mais effectivement avec l'encadrement des loyers, le DPE, toutes ces normes qui ont fait peur et qui ont bloqué plein de gens, les particuliers ont investi ailleurs, en fait, que ce soit en bourse ou dans d'autres sources. Bon, voilà. Après, effectivement, on est dans un nouveau marché, donc on sent qu'il y a une dynamique, en tout cas, qui est en train de revenir, et c'est un nouveau cycle de l'immobilier, et je pense qu'il va durer quand même un petit peu de temps aujourd'hui. Écoute, on croise les doigts. J'avais une question à te poser. On a beaucoup changé la façon de commercialiser les biens. On parle de plus en plus de commercialiser bien sur les réseaux sociaux. Je voulais avoir ton avis. Toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous le faites, vous, dans notre Alexandre Gourd, Alors, effectivement, moi qui fais de l'immobilier depuis 20 ans, effectivement, le métier a complètement changé. J'ai démarré, moi, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'Instagram, Facebook démarré. Enfin, bon, voilà, ça a complètement changé par rapport à ça. Et effectivement, aujourd'hui, la façon de commercialiser un bien par les outils de communication qu'on a sur le digital ou tout ça fait que, effectivement, on a des codes à respecter aujourd'hui. En tout cas, pour les groupes immobiliers, ça vient
aussi un petit peu des groupes haut de gamme, mais effectivement, on le voit, ça s'adapte vraiment à toutes les agences quasiment aujourd'hui. Mais effectivement, le fait de communiquer avec des photographes professionnels, avec de la vidéo sur Instagram, avec LinkedIn, qui est aussi, voilà. C'est une source de business, LinkedIn, pour toi? C'est une source de business et de LinkedIn parce qu'effectivement, alors, aujourd'hui, et je l'avais dit il y a un an déjà, pour vendre un bien immobilier, pour moi, à 99,9%, on est obligé de passer par un professionnel. Ouais. Et effectivement, on le voit quand même, aujourd'hui, les belles transactions, quasiment, en tout cas sur les grandes villes, toutes les ventes quasiment passent par agence, Bien sûr, cas, par rapport à ça. Ça, vraiment, moi, j'ai vu l'évolution en 20 ans. Et après, effectivement, pour le service, effectivement, que l'on paye une agence, 3, 4, 5%, vous devez avoir des outils effectivement de communication et se réinventer un petit peu et se réinventer. Et moi je l'avais dit effectivement, on est un peu des agences de communication immobilière aujourd'hui. Alors après, sans tomber dans l'extrême, mais oui, c'est le fait de faire de la vidéo, de la photo, tout ça, c'est aujourd'hui. Le métier a beaucoup changé en 3-4 ans là. Et effectivement, il a fallu se remettre à jour par rapport à tout ça et l'effet média, l'effet tout ça, oui, fait qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par là pour réussir, en tout cas dans ce domaine-là. Ouais, et à contrario, j'en parlais avec des confrères, notamment on parlait du off-market. Certains disaient que c'était toujours hyper important d'être en off-market. J'ai d'autres confrères qui disent que c'est un peu la fin du off-market et que si on veut vendre le bien, maintenant, il faut mettre les bouchées doubles et les ventes un peu confidentielles, c'est un peu fini. Toi qui fais un peu du milieu de gamme et du très haut de gamme, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux marchés? Quel est ton avis dessus? Le off-market, effectivement, peut être utilisé, mais dans une durée limitée, c'est-à-dire une semaine ou 10 jours, voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, avec la puissance, effectivement, d'Internet, de Instagram, de LinkedIn, de Facebook, de tout ce que vous voulez, on n'a pas malheureusement tous les clients du monde qui peuvent être intéressés par tel bien avec une vue sur les Champs-Élysées où vous voulez. Donc, on peut toucher effectivement avec ces canaux de communication-là une conciergerie qui est basée à Los Angeles qui va vous ramener un client que vous n'avez pas dans votre base de données. Donc, pourquoi se priver de ça? Voilà. Alors après, effectivement, il y a des biens très rares, uniques, où on sait que on a plusieurs clients dessus, où ça ne se vend que tous les 20 ou 30 ans ou 40 ans, où là, effectivement, d'accord. Mais pour nous, la majorité des biens, 90-95%, le off-market, oui, une durée limitée, peut-être 7 jours, peut-être 10 jours. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Pour pas prévenir le voisin ou des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi dans le fait que... Mais on en revient quand même un petit peu... Je pense que c'est un peu ses limites où je suis d'accord qu'il faut un délai sur le off parce qu'effectivement, à un moment donné, ton fichier client, je suis désolé, mais tu mets pas 1 mois et demi à le faire. Non. À partir du moment où c'est dans la première semaine qu'il y a le plus d'interactions, s'ils sont pas venus, c'est que je peux comprendre la crainte des propriétaires, mais après tout, c'est quand on a une volonté de le mettre en vente, je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet parce que et ça permet, comme tu dis, de toucher des clients qu'on n'avait pas forcément. Moi, je pense notamment parce que les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, j'ai 3/4 des gens que c'est des gens que je n'avais pas forcément dans mon répertoire et qui sont des gens très qualifiés avec qui on a pu faire des visites, etc., que j'aurais jamais eu en off-market. C'est ça, exactement. C'est un peu la limite des choses. Malheureusement, on n'a pas tous les clients, même si effectivement le fait d'avoir des boutiques physiques, le fait d'être très présent sur le digital, d'avoir un gros budget communication, tout ça, fait que, mais on n'aura jamais 100% c'est sûr. Des clients. Donc effectivement, plus on est off-market, moins on a de chances de vendre peut-être au prix que l'on a envie, ou ça va prendre plus de temps, ou donc voilà, c'est vraiment pour nous, sur une niche de biens en tout cas, ok, mais pour la majorité... Alors, après, effectivement, en fonction de chaque bien, on a un plan de communication qui est déterminé. Effectivement, on ne communique pas chaque bien de la même façon. On a, en tout cas, nous, dans notre groupe, un plan de communication en fonction du bien, effectivement, qu'on va commercialiser. Mais après, voilà, ça dépend de Bien sûr. C'est le propriétaire qui a le dernier mot. Voilà, toujours. Oui, c'est ça. Toujours. Nous, on est là en tant que professionnel. Tout est là en tant que conseiller et tu très clair. On essaye de faire au mieux à ce niveau-là, mais après, c'est le propriétaire qui a le dernier mot quand même. Voilà, clairement.
Et on va essayer de faire rêver un peu les auditeurs. Je voulais te demander, toi, les 3 plus belles ventes du groupe, est-ce qui t'ont marqué? Les 3 plus belles ventes du groupe, oui, il y a des biens, bon après très confidentiels, mais on est sur des montants assez importants. Entre 10 et 20 millions d'euros. Et c'est quoi, par exemple? Est-ce que tu aurais des appartements, c'est des extérieurs, c'est des emplacements, des emplacements, des appartements de réception. Là, voilà, on parle de grosses familles françaises, de gros clients étrangers, de biens qui ne se vendent que tous les 20 ans ou 30 ans, où effectivement, là, on arrive sur des prix au mètre carré à 30, 35, 40, 45 000 euros du mètre. Voilà, mais ça reste... Voilà, ça reste rare et c'est... Rare et confidentiel quand même. Voilà, ça reste... c'est un peu les clés du luxe aussi. Voilà, sur ce genre de clients, on ne peut pas afficher partout. Il y a des clauses de confidentialité souvent que l'on signe. Et l'acquéreur se trouve assez rapidement ou pas? Alors, sur des biens rares, oui, quand même. Okay. Malgré tout. Malgré tout, parce qu'effectivement, si on part du principe que... et sur la clientèle européenne et mondiale, on a de plus en plus de ou multimillionnaires ou multimilliardaires. Donc oui, il y a des clients et Paris reste une valeur sûre et voilà. Super. Et pour clôturer cette interview, même si je pense déjà avoir un peu la réponse, mais je voulais avoir ton avis, ton sentiment, toi, du coup, pour la rentrée de septembre. Donc là, on est au mois de juin-juillet. Est-ce que tu vois la rentrée positive? Comment tu vois ça? Déjà, on a un été très, très actif, un des plus gros mois de juillet que moi, j'ai pu voir, en tout cas, depuis 20 ans, au niveau des transactions, des visites, des offres, de tout ça. Donc, je pense que le marché, on reste ouvert tout l'été, en tout cas, et juillet et août, pour répondre à l'attente de nos clients, des mandats que nous avons à vendre, des clients de passage. Parce qu'on a beaucoup de clients qui partent 2 semaines, qui reviennent, ou des Américains qui sont sur la Côte d'Azur et qui reviennent à Paris une semaine ou tout ça. Donc il faut qu'on soit là pour en tout cas un métier de service. Donc aujourd'hui, c'est presque du 7 sur 7, 24 sur 24. Et oui, je pense que dans cette vision des choses où effectivement les taux ont baissé, où les prix avaient baissé depuis 2 ans, tout ça, les gens vont revenir, la majorité en tout cas de congés, de vacances, tout ça, avec plein de projets, plein d'idées. Et je pense que ça va être une fin d'année qui va être un peu record et une année, je pense, assez record pour pas mal de groupes immobiliers, je pense. Super, voilà. Écoutez, mon avis, en tout cas. Je suis content parce qu'on finit sur une note positive. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Antoine d'avoir répondu à ces questions. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dernier Étage.